On vient de voir le premier épisode de Moi JE. Nous sommes dans les locaux de Japan Expo. Je suis en compagnie de Jean-François, président de Japan Expo, et de Sylvain qui a réalisé cette série de documentaires. D'ailleurs, une série de documentaires. Donc, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur le format de ta série de documentaires? Oui, ben voilà. C'est une série, donc, presque comme une série télé. Et pour comprendre tout ce qu'on y développe, il faut regarder tous les épisodes. Si on n'en prend qu'un morceau, forcément, c'est plus compliqué. Et si on décide de les regarder dans le désordre, c'est pareil. Donc voilà, pour vraiment en tirer tous les enseignements que tout ce que j'essaie d'y faire passer, le mieux, évidemment, c'est de les regarder dans l'ordre. Voilà. Et deuxième point, par rapport à ce premier épisode, il y a des images qu'on a dû acheter, voilà, les images d'archives. Malheureusement, c'est des images sur lesquelles on n'a pas les droits pour l'ensemble du monde. C'est des images qui se cantonnent à l'Europe. Donc, si vous regardez cette série sur Internet en dehors de l'Europe, vous n'aurez pas accès à ce premier épisode. Les autres, oui. Donc, on va essayer de faire une version spéciale de ce premier épisode assez vite pour que les gens qui sont concernés par ce problème puissent quand même découvrir, puisque ça concerne finalement que quelques secondes d'images qui sont importantes, mais voilà, le reste, voilà. Donc très vite, j'espère pouvoir vous proposer une version reste du monde, j'ai envie de dire. Voilà. International version. Voilà, version internationale. Alors je crois savoir que c'était un travail colossal, hein. C'était des heures de rush, des heures de dérush aussi, beaucoup d'allers-retours entre les locaux de No Life et ici, les locaux de Japan Expo. Comment t'en es arrivé du coup à ce format épisodique? En fait, le format, il s'est un peu apposé de lui-même. À l'origine, le projet, c'était un documentaire plutôt classique, 52 minutes, 1 heure. Et ensuite, en fait, comme on a eu... les gens qui se sont prêtés à l'exercice de l'interview, dont Jean-François, ont parlé beaucoup, et c'était très intéressant. Et du coup, on a eu beaucoup de contenu. Et du coup, j'ai dit, c'est trop dommage de couper, et voilà. Donc, puisqu'on avait beaucoup de contenu et plein de choses à raconter, autant aller au fond des choses, davantage au fond des choses, et en dire le maximum pour que, effectivement, la prochaine fois que potentiellement les téléspectateurs vont à Japan Expo, puissent comprendre un petit peu l'envers du décor. Alors, on est au premier épisode. Tu l'as déjà un peu évoqué dans d'autres émissions de No Life. J'aimerais bien que tu reviennes sur les origines en fait de ce projet. Comment t'es venue l'idée et l'envie finalement de faire cette série documentaire? En fait, c'est vrai que moi, ça fait longtemps, ça fait quand même quelques années que je pratique les conventions, que ce soit d'abord en visiteur, ensuite en journaliste, un petit peu en exposant aussi, je l'ai fait pour No Life. Mais c'est vrai que finalement, quelle que soit la manière dont on aborde un festival, un salon, on n'en voit jamais qu'une partie, et la partie qui nous concerne. Voilà, si on y va en visiteur, on y va pour s'amuser, pour découvrir, pour apprendre. Si on y va en journaliste, on y va avec un œil plus critique, on y va avec l'envie de faire des interviews des invités. Si on y va en exposant, a fortiori, si on y va pour une boutique, on y va avec l'envie de vendre les produits que l'on propose. Mais finalement, voilà. On n'a pas une perception d'ensemble du travail que ça représente de monter un salon, de créer un festival comme ça. Sauf le staff. Oui, à un détail près, c'est que pour le coup, nous, on voit surtout l'envers du décor et on peut pas vraiment en profiter comme un visiteur ou même certains exposants. Et c'est vrai que nous, on est surtout là pendant le festival pour que tout se passe bien, que ça se passe bien pour les invités, pour les visiteurs, pour les exposants. Et nous, on en profite assez peu. Donc, il y a des fois, on voit des commentaires genre « c'était trop génial ce truc-là ». Non, pendant ce temps-là, toi, t'étais à l'autre bout du festival en train d'essayer de faire en sorte que la cassette elle passe bien. Alors, les cassettes, c'était pour il y a longtemps. Maintenant, on est plutôt sur du Blu-ray, mais c'est vrai que avec les années, ça s'améliore, mais comme on est toujours de plus en plus ambitieux en termes d'événements et de choses qu'on veut proposer, même si on maîtrise, on va toujours un peu plus loin et dans des domaines qu'on connaît moins. Donc, en tant qu'organisateur, on voit vraiment des rouages. On n'a pas le même rythme non plus, puisqu'on commence très tôt pour accueillir les gens, être sûr que les files d'attente ça se marche bien, les billets rentrent bien, ok, les visiteurs rentrent bien, tout le monde est rentré. Ouf. Après ça se calme un petit peu, hop, midi, il faut faire tourner tout le monde, là on ouvre telle salle, là machin, et du coup c'est vrai qu'on n'est pas du tout pareil, et c'est pour ça que moi, par un moment, ça me manque un petit peu d'être simple visiteur. Alors Jean-François, du coup, tu en as un peu parlé dans le documentaire avec Thomas, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le mot de Japan Expo et en quoi ça vous a aidé à développer donc, cet événement? Alors Japan Expo, c'était un nom vraiment important pour nous parce que on avait, avant même de s'appeler Japan Expo, déjà intégré la partie plus traditionnelle de la culture japonaise dans les conventions qu'on organisait.
Et justement, on voulait pas être catalogué manga parce que notre démarche, c'était vraiment que le manga doit être une sorte de fenêtre vers le Japon. Ça, je pense que j'ai déjà dû le dire au moins 250 000 fois à peu près tout le monde, mais c'était vraiment ça l'idée. Et du coup, pour pas se limiter et pour pouvoir... dans les débuts, c'était plutôt des séries comme Cowboy Bebop. Aujourd'hui, je vous parlerai de Naruto, mais Cowboy Bebop, on avait envie d'aussi bien pouvoir recevoir le gars qui a fait les caractères design, donc qui a créé les personnages, que celui qui a été le réalisateur, mais aussi celle qui a fait la musique, parce que la musique a une place importante. Et puis, d'autres séries étaient adaptées de manga, donc on voulait pouvoir avoir le mangaka, on pouvait... Voilà. Et puis, à l'époque, on avait déjà beaucoup d'adaptations en jeux vidéo, donc tout ça a été vraiment très lié, et puis nous, on aimait tout. C'est-à-dire que on aimait tout, que ça commence par du manga, par un animé, par du jeu vidéo ou par autre chose, on a toujours tout aimé. Et puis c'est vrai que on voyait qu'il y avait beaucoup de références à l'histoire du Japon, au pays, à ses habitudes. Et du coup, il fallait vraiment qu'on connaisse le pays et qu'on fasse découvrir à la fois les aspects touristiques, mais aussi les traditions, parce que quand on regardait à l'époque des choses comme Kenshin le Vagabond, c'est bien de connaître un petit peu le contexte historique, les samouraïs, le Shinsengumi et tout ça. Bon, c'est très fantasmé dans les mangas généralement, mais du coup, c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin, et on trouvait en plus des artistes super, qui faisait aussi bien des démonstrations d'arts martiaux. Je me rappelle la première fois qu'on a reçu quelqu'un, un Yemoto, qui coupait des bambous d'un coup de sabre. Tu voyais le petit monsieur, il devait avoir 65, 70 ans. Il payait pas de mine, il faisait pouf, pouf, t'avais le bambou qui... Wow. Et voilà, c'était un peu fantasmé dans les films, mais en vrai, tu le voyais, il faisait pareil, c'était très impressionnant. Et du coup, avoir ces petites touches là, on s'est dit c'est quand même indispensable. Et Japan Expo, ça nous a aussi apporté certains prestiges. C'est sûr que quand on est au Japon et qu'on invite les gens en disant venez à Manga Expo, alors déjà les mangakas c'est pas les plus faciles à faire venir. Si on s'était appelé Anime Expo, ça existait un peu déjà aussi. Et puis c'était pas cohérent avec ce qu'on voulait faire. Et du coup, c'est vrai que les convier à quelque chose qui s'appelle Japan Expo, ça leur donnait une petite fierté patriotique, et les Japonais sont assez patriotiques à ce niveau-là. Donc c'était bien, ça nous a aidé aussi dans nos démarches avec les institutions. On a rapidement pu collaborer avec l'ambassade du Japon en France. Cette ambassade, au début, c'était un soutien plus logistique, genre on vous prête l'armure. Donc on avait la possibilité d'avoir une magnifique armure qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Gracieusement, on avait des objets comme ça via le JNTO, l'Office de tourisme japonais. Chose qu'on n'aurait peut-être pas eu si on était venu les voir en disant bonjour, Manga Expo. Ah, et pourquoi vous voulez une armure? Parce que l'armure, elle est dans un manga. Non, ça aurait moins fait. Et puis, quand on a vraiment commencé à pouvoir faire un petit peu de networking et de lobbying au Japon, c'est vrai que le nom Japan Expo, c'était beaucoup plus valorisant pour eux d'y aller, et puis ça permettait de mixer tout le monde, parce que si on s'était contenté d'avoir le nom d'une de nos thématiques, effectivement ça aurait été trop limitatif. Voilà, avoir un grand nom du jeu vidéo, il leur a dit mais pourquoi j'irais à Manga Expo, pourquoi j'irais à ce truc-là, voilà. Là, en étant Japan Expo, on est vraiment très ouvert. Vous êtes très large. Donc, pour résumer, non limitatif, et puis un côté aussi un peu prestigieux qui vous a peut-être permis d'avoir quelques invités en plus. Je vais revenir un peu en arrière pour parler un peu du côté technique du documentaire. Vous avez accueilli donc une équipe de tournage pendant 1 an. Comment est-ce que vous avez accueilli le projet et qu'est-ce que vous en avez pensé quand Sylvain vous l'a proposé? Alors ça, c'était un projet qu'on avait envie de faire depuis longtemps, mais nous, on n'est pas spécialisé du tout là-dedans, et c'est vrai que pour les 15 ans, pouvoir faire une rétrospective, ça aurait été vraiment génial. Donc on a commencé à travailler sur une exposition, etc. Mais comme c'est un spectacle vivant, Japan Expo, c'est vrai que se contenter d'images fixes dans des cadres et des trucs comme ça, c'était un truc qu'on était content de le faire, mais on avait envie d'aller plus loin. Et puis effectivement, à ce moment-là, Sylvain arrive et propose de faire, dans le cadre de cet anniversaire, vraiment une rétrospective très très complète. Alors au début, j'imaginais pas à quel point elle serait complète, puisque 4 épisodes quand même. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'étais très très enthousiaste. Je ne sais pas quelle était la réaction des autres, mais moi en tout cas, ça me branche, parce que c'est vrai que j'avais envie de parler de tout ça, à la fois pour
pouvoir revenir en arrière et immortaliser des choses, et aussi parfois pour rétablir certaines vérités, parce que j'ai lu beaucoup de trucs. Alors, l'édition 1999. Mais non, elle n'a pas existé. Il n'y a pas d'édition 99, il n'y a pas de sous-sol de l'ISC, tous ces trucs-là, ça n'a jamais existé. Donc c'est une espèce de légendes urbaines, là, j'avais un petit peu envie de leur tordre le cou. Et j'avais quelqu'un de très motivant en face de moi et qui avait envie de faire les choses bien. C'est vraiment après les premières sessions en interview que je me suis rendu compte qu'effectivement ça allait être presque au-delà de ce que j'espérais. Donc, je suis très ambitieux. Oui. En termes de rétrospective, j'aurais aimé effectivement faire ce que tu as fait, mais autant faire appel aux spécialistes. Et donc, j'ai été vraiment séduit par le travail que faisait toute l'équipe de No Life, frustré de pas avoir plus de temps. Et puis après, il y a un épisode dont on n'a pas parlé parce qu'on parle ils sont venus au bureau, mais sur le salon, nous suivre et tout ça, c'était super sympa. Et donc je pense que ça va vous plaire. On a toujours la difficulté à ce moment-là faut que vous veniez au bon moment pour qu'il y ait des choses à raconter aussi, parce que c'est pas toujours évident. Ah ouais. L'avantage avec Japan Expo, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Donc, mais voilà, c'était vraiment très motivant. Et puis, bah oui, tout à l'heure, Sylvain en parlait, mais aller jusqu'à chercher des images chez Trax et autres pour compléter le documentaire, c'est génial. Et puis, c'est vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et ça a été fait grâce à No Life, quoi. C'est cool. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour de ce premier épisode. Je pense que Sylvain, t'as pas grand-chose à rajouter. Non, bah voilà, on va bientôt l'épisode 2. Donc là, on laisse l'équipe à la fin. Oui, non, mais on laisse l'équipe au Japon à la fin de la Bonenkai. Voilà. Et donc, ça va être ensuite le retour en France. Et puis, on va voir un petit peu. On a déjà fait la soirée après la Bonenkai ou c'est on s'est arrêté avant, justement. Ah, ouais, vous allez voir. De toi, on arrive à se détendre quand même un petit peu. C'est ça. C'est exactement les dernières images que l'on voit de ce premier épisode, et puis qu'on va voir le retour en France et du coup en quoi la réussite de la Bonenkai va pouvoir faciliter les choses et la mise en place des premiers éléments de programmation au cours de l'hiver. Merci Jean-François, merci Sylvain, et pour notre part on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 qui couvrira la saison de l'hiver.